Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une notion assez fascinante, celle d'éveiller son pouvoir intérieur. Bonjour. Oui, un concept qui intrigue beaucoup. On va s'appuyer sur des extraits d'un texte qui explore justement ce thème en profondeur. Mhm. Et notre objectif, c'est de décortiquer tout ça. Qu'est-ce que c'est vraiment ce pouvoir intérieur? Comment la psychologie, les différentes cultures le perçoivent. Exactement. Et aussi, qu'est-ce qui nous empêche souvent de le contacter, de le laisser s'exprimer? Les fameux obstacles. Voilà. Et surtout, quelles pistes, quelles stratégies les textes proposent pour le libérer? Pour finalement découvrir l'impact que ça peut avoir sur nos vies. C'est un peu comme si on partait à la recherche d'une source cachée en nous, un potentiel qu'on n'utilise pas toujours pleinement. Une belle image. Alors, commençons par essayer de définir ça. Ce pouvoir intérieur, d'après les sources, qu'est-ce que c'est concrètement? Les textes le décrivent souvent comme un ensemble de qualités qui sont déjà là, en nous, mais parfois endormies. Comme la confiance en soi, par exemple. Oui, la confiance, la résilience aussi, cette capacité à rebondir après une difficulté. À ne pas rester à terre. C'est ça. Et puis le sentiment d'avoir un but, une direction dans sa vie, savoir pourquoi on fait les choses. Et on sent bien le lien avec des concepts qu'on connaît en psychologie. Je pense à l'auto-efficacité d'Albert Bandura. Tout à fait. Cette croyance fondamentale en notre propre capacité à réussir, à atteindre les objectifs qu'on se fixe. L'intelligence émotionnelle aussi, j'imagine. Comprendre et gérer ses émotions. Indispensable. Et la capacité d'introspection, pouvoir regarder à l'intérieur de soi, honnêtement. D'accord. Donc ce n'est pas une sorte de super pouvoir magique. Non, non, pas du tout. Ce qui est vraiment intéressant, et que les textes soulignent bien, c'est que ce n'est pas un trait fixe, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas une fois pour toutes. Ah, c'est plutôt quelque chose qui évolue. Exactement. C'est une force dynamique, une force qu'on peut cultiver, nourrir, développer, avec de l'attention, de la pratique. Ça demande un travail alors. Oui, on pourrait faire le parallèle avec l'idée existentialiste d'autodétermination, le fait de choisir activement sa vie, ses actions, en accord avec ses valeurs profondes. Plutôt que de simplement réagir aux événements extérieurs. Précisément, c'est puiser consciemment à cette source intérieure pour orienter sa vie. Et les textes insistent beaucoup, semble-t-il, sur l'importance de notre état d'esprit dans tout ça. Absolument. Ils mentionnent notamment le growth mindset, le fameux état d'esprit de croissance de Carol Dweck. Oui, un concept clé. L'idée, si je comprends bien, c'est de ne pas voir les défis ou les échecs comme des murs infranchissables, Non, au contraire. mais plutôt comme des occasions. Des opportunités pour apprendre, pour grandir. Exactement. C'est transformer le regard qu'on porte sur la difficulté, la voir non pas comme une preuve de notre incapacité, mais comme une information, une nécessaire pour progresser. Le défi devient alors un moteur. C'est un changement de perspective assez radical quand on y pense. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette idée de force intérieure résonne différemment selon les contextes culturels. Les sources en parlent aussi. Ah oui, comment ça? Intérieur. La sérénité. Voilà. L'harmonie, l'alignement avec son soi authentique. Trouver cet équilibre intérieur est vu comme la source de la vraie force. Dans les traditions occidentales, Là, on va peut-être plus parler d'auto-actualisation. C'est un terme cher à Abraham Maslow, par exemple. le sommet de sa pyramide des besoins. Exactement. L'idée de réaliser pleinement son potentiel, de devenir la meilleure version de soi-même possible. C'est plus tourné vers l'action, l'accomplissement peut-être. Donc des approches un peu différentes dans la forme. Oui, des nuances existent, mais ce qui est frappant, c'est le point commun fondamental que les textes relèvent. Lequel? Quelle que soit la tradition, il y a toujours cette nécessité de l'introspection, bien se connaître, de la discipline, pas au sens punitif, mais au sens de pratique régulière, et de l'engagement, un engagement actif envers sa propre croissance, D'accord. C'est un cheminement personnel avant tout. indéniablement. Mais alors, si ce potentiel est là, en chacun de nous, pourquoi est-ce si difficile parfois d'y accéder? Qu'est-ce qui nous bloque? Là, ça devient vraiment intéressant. Oui, les obstacles sont nombreux et les sources les détaillent bien. Il y a d'abord tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos propres freins. Exactement. Le doute de soi, par exemple. Cette petite voix qui nous dit « tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi ». Le fameux discours intérieur négatif. Voilà. La peur aussi, bien sûr. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres. Parfois même la peur de réussir, paradoxalement. Comment ça? La peur de réussir t'emblique. Bah oui, réussir peut impliquer des changements, des responsabilités nouvelles, sortir d'une certaine zone de confort. Ça peut faire peur. Je vois. Et les croyances limitantes.
Ah, elles sont puissantes, celles-là. Toutes ces idées qu'on a intégrées, souvent sans même s'en rendre compte, sur ce qu'on est capable de faire ou pas, sur ce qui est possible ou pas pour nous. Je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas de chance, les gens comme moi ne réussissent pas. Des sortes de prophéties autoréalisatrices, en somme. En quelque sorte, oui. Et puis, il ne faut pas oublier le bagage émotionnel. Les blessures passées, les traumatismes non résolus, le stress chronique, tout ça peut vraiment saper notre énergie et notre confiance. D'accord. Ça, ce sont les obstacles internes. Mais les textes parlent aussi d'influence extérieure, j'imagine. Absolument. Et elles jouent un rôle crucial. L'environnement social et relationnel est déterminant. Par exemple, Des relations toxiques ou simplement peu soutenantes qui vont constamment nous rabaisser ou douter de nous. La pression sociale aussi, l'injonction à se conformer à certaines normes, à certains modèles de réussite. le poids du regard des autres. Exactement. Et on ne peut pas ignorer les inégalités systémiques, les discriminations, qui peuvent objectivement limiter les opportunités de certaines personnes et miner leur confiance en leur propre pouvoir. C'est un point important. Et les réseaux sociaux dans tout ça. Ah, les sources les mentionnent souvent comme un facteur amplificateur, cette culture de la comparaison permanente. On voit constamment des versions idéalisées de la vie des autres, ce qui peut facilement nourrir nos propres doutes et insécurités. On se sent vite inadéquat. Voilà. Et même parfois, la culture de certaines entreprises peut être un frein si elles valorisent plus la conformité que l'initiative ou la prise de risque. Donc il y a une interaction complexe entre l'interne et l'externe. Oui, c'est ça qui est essentiel à comprendre, et que les textes mettent en lumière. Il y a une sorte de boucle de rétroaction. Nos doutes internes nous rendent plus vulnérables aux pressions externes. Oui. Et ces pressions externes viennent renforcer nos doutes. Précisément, c'est un cercle vicieux qui peut maintenir ce fameux pouvoir intérieur en sommeil, bien enfoui. D'accord. C'est assez clair. Alors face à ce constat, comment on fait? Comment les textes suggèrent-ils de briser cette boucle? De réveiller ce potentiel? Alors, plusieurs stratégies clés émergent des sources. La toute première étape, c'est de cultiver la conscience de soi. Mieux se connaître. L'introspection dont on parlait. Exactement. Il faut commencer par observer ce qui se passe en nous, sans jugement. Quelles sont mes pensées récurrentes, mes émotions, mes réactions automatiques? Et comment on fait ça concrètement? Les textes proposent plusieurs outils. La méditation de pleine conscience, par exemple, est souvent citée. Apprendre à observer ses pensées et ses sensations sans s'identifier. Ça aide à prendre du recul? Oui. Tenir un journal aussi. Écrire régulièrement sur ses expériences, ses ressentis, ça aide à clarifier les choses. Ou simplement se poser des questions réflexives. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui me motive profondément? Prendre le temps de se questionner. D'ailleurs, je crois qu'une étude est mentionnée dans les sources à ce sujet. Oui, une étude de 2018, parue dans le Journal of Positive Psychology, elle montrait comment des pratiques régulières de pleine conscience aidaient les participants à mieux identifier leurs propres déclencheurs émotionnels et à mieux les réguler ensuite. Donc, c'est vraiment la base, se connaître. C'est le fondement. Ensuite, il s'agit d'agir sur son état d'esprit, nourrir activement cet état d'esprit de croissance. Celui qui voit les défis comme des opportunités. Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à recadrer les échecs, ne plus les voir comme une catastrophe ou une preuve d'incompétence. Mais comme une leçon. Exactement, comme une information précieuse pour faire mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience plutôt que « je suis nul ». Ça demande de changer son dialogue intérieur. Complètement. Et se fixer des objectifs aide beaucoup aussi. Mais pas n'importe comment. Des objectifs progressifs, réalistes. Pour éviter de se décourager d'emblée, c'est ça. Les sources parlent de la méthode SMART, vous savez? Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Ah oui, transformer une vague envie en un plan d'action concret. Voilà. Ça donne une direction claire, ça découpe la difficulté en étapes gérables, et chaque petite victoire vient renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. On se prouve à soi-même qu'on est capable. Et célébrer ces petites victoires, c'est important, hein? Très important. Ça ancre le positif, ça motive pour la suite. Ensuite, les textes parlent de discipline, je crois, pour bâtir la résilience. Oui, la discipline, mais pas vue comme une contrainte pénible, plutôt comme la mise en place d'une structure qui nous soutient. Des routines. Par exemple, des routines saines et régulières pour l'exercice physique, la gestion du temps, le sommeil. Ça crée un cadre stable qui aide à faire face aux aléas. Ça donne un sentiment de contrôle. Oui, et ça renforce notre capacité à persévérer quand c'est difficile. D'ailleurs, les sources citent une étude de 2020 dans Frontiers in Psychology qui montrait une corrélation nette entre un niveau élevé d'autodiscipline et une plus grande satisfaction de vie. Intéressant. Donc,
la discipline comme allié. Absolument. Et une autre stratégie cruciale, ne pas rester seul. Utiliser les systèmes de soutien. S'entourer. Oui, chercher activement le soutien de personnes bienveillantes, des mentors, des amis, des groupes ou communautés qui partagent les mêmes valeurs ou objectifs. Parler de ses difficultés, de ses doutes, c'est essentiel. On sait, et l'Association américaine de psychologie le rappelle souvent dans ses recherches, que le soutien social est un tampon extrêmement efficace contre le stress et l'adversité. Ça nous aide à relativiser, à trouver des solutions, à nous sentir moins seuls face aux défis. Donc, conscience de soi, état d'esprit de croissance, discipline et soutien social. Est-ce qu'il manque quelque chose? Il manque l'étape décisive, l'action. Surmonter la peur et agir. Sortir de sa zone de confort. C'est ça, c'est bien beau de réfléchir, de planifier, de s'entourer. Mais à un moment donné, il faut faire le pas. Il faut oser, même si ça fait peur. Les textes citent Emerson, je crois. Faites la chose que vous craignez. Et la mort de la peur est certaine. C'est une phrase forte. L'idée, ce n'est pas d'être téméraire ou inconscient. Attention! Non, bien sûr. L'idée clé qui ressort, c'est celle d'une action consciente. Une action alignée avec ses valeurs, ses objectifs, même si elle représente un défi, même si elle suscite de l'appréhension. Commencer petit peut-être. Souvent, oui. L'important, c'est de briser l'inertie. Chaque petit pas, chaque action intentionnelle, même modeste, construit l'élan. Ça renforce la confiance, ça réduit la peur petit à petit. C'est l'action qui ancre le changement dans la réalité. C'est l'action qui transforme l'idée en quelque chose de tangible. Précisément, c'est le passage obligé pour que tout le travail intérieur porte ses fruits. Et justement, quels sont ces fruits? Quel est l'impact transformateur de cet éveil du pouvoir intérieur, d'après les sources? Alors, les bénéfices sont décrits à plusieurs niveaux. D'abord au niveau personnel, bien sûr. Une vie plus épanouie? Oui, on parle d'une augmentation de la satisfaction de vie globale, un sentiment plus grand de vivre en accord avec soi-même, avec ses valeurs profondes, plus de sens au quotidien. Ça rejoint ce que disait une étude de 2019 dans Personality and Individual Differences, non? Tout à fait. Cette étude confirmait ce lien entre le sentiment d'avoir un but et le bien-être psychologique. Vivre de l'intérieur, en quelque sorte. Mais l'impact va au-delà de l'individu, si j'ai bien compris. Oui, et c'est un point important que soulignaient les textes. Des personnes qui sont connectées à leur pouvoir intérieur, qui agissent avec courage et conviction. Elles peuvent avoir une influence positive autour d'elles. Elles peuvent devenir des catalyseurs de changement, par leur exemple, par leurs actions. Les textes évoquent souvent des figures historiques ou contemporaines. Comme Nelson Mandela, Malala Yousafzai. Par exemple, des personnes qui, en puisant dans une force intérieure immense, ont contribué à transformer leur société. À une échelle plus modeste, ça peut être inspirer son entourage, initier des projets positifs dans sa communauté. Donc un pouvoir qui rayonne vers l'extérieur. Exactement. Et ça mène à une notion de succès qui est différente. Un succès durable, fondé sur la conscience de soi, la résilience, l'alignement avec ses valeurs. Plutôt que sur la quête incessante de validation externe, de reconnaissance, de biens matériels. Voilà. C'est une réussite qui vient de l'intérieur et qui est de ce fait beaucoup plus solide et satisfaisante à long terme. D'accord. C'est une perspective assez inspirante. Alors, si on voulait résumer les étapes pratiques pour quelqu'un qui voudrait commencer ce cheminement, qu'est-ce que les textes suggèrent concrètement? En gros, ça pourrait se décliner comme ça. D'abord, prendre un temps de réflexion pour identifier ses valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? La boussole intérieure. C'est ça. Ensuite, se fixer des objectifs intentionnels, alignés sur ses valeurs. Utiliser la méthode SMART peut aider à les rendre concrets. Des objectifs qui ont du sens pour soi. Voilà. Troisième point, mettre en place des habitudes quotidiennes qui soutiennent ce processus. Un peu de méditation, de l'exercice, de la lecture inspirante, tenir un journal, choisir ce qui nous parle. Des petites actions régulières. Exactement. Quatrièmement, ne pas hésiter à chercher du feedback constructif et du soutien auprès de personnes de confiance. Oser demander de l'aide ou un avis extérieur. Oui. Et enfin, le dernier point, peut-être le plus important, accueillir les défis, non pas comme des menaces, mais comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Changer son regard sur l'échec et la difficulté. Voir le verre à moitié plein, en quelque sorte. Un peu de ça, oui. Mais surtout, voir la difficulté comme une information utile pour avancer. Bon. Alors, au terme de cette exploration, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir? Quel est le message essentiel? Je dirais que le point fondamental qui émerge des textes, c'est que ce pouvoir intérieur, cette source profonde, ce n'est pas un don inné réservé à une élite. C'est accessible à tous. C'est un potentiel présent en chacun, mais qui demande à être cultivé. C'est un jardin intérieur dont il faut prendre soin.
Et ça passe par un travail conscient pour lever les obstacles, qu'ils soient internes ou externes. Exactement. Via des stratégies spécifiques comme développer la conscience de soi, adopter un état d'esprit de croissance, faire preuve de discipline constructive, s'entourer. Et surtout, oser passer à l'action. Voilà, l'action alignée. Et le résultat promis, c'est une véritable transformation personnelle. Une vie plus authentique, plus résiliente, plus riche de sens. Et potentiellement avec un impact positif qui dépasse notre propre personne. Oui, ce qui m'amène à une dernière pensée, une sorte de piste de réflexion pour conclure, inspirée d'une citation souvent attribuée à Lao Tzu et reprise dans ce type d'écrit. Je vous écoute. Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser soi-même, c'est le véritable pouvoir. Intéressant. La question que les textes nous laissent en filigrane, c'est comment cette maîtrise de soi, ce pouvoir intérieur qu'on cultive pour soi-même, comment pourrait-il, au-delà de transformer notre propre vie, créer aussi des ondes positives, un effet d'entraînement bénéfique dans le monde qui nous entoure? Une question à méditer. Voilà, Merci beaucoup pour cet échange passionnant. merci à vous. Merci de nous avoir rejoints. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, aimez et partagez avec vos amis.